je ne suis pas là pour faire de la concurrence avec quelqu'un. Tu vois, j'ai pas le temps en fait. Mon énergie là, je garde toute cette énergie là pour être la meilleure version de moi. Pourquoi je vais être la meilleure version pour une autre personne? Bienvenue dans Coulisses. Pour ceux et celles qui en ont marre des discours policés et veulent en apprendre plus sur les réalités de l'entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue dans Coulisses, une conversation qui dévoile le quotidien de meilleurs entrepreneurs et créatifs de l'Afrique. Aujourd'hui, je suis avec Tony Santana. Tony, bonjour. Bonjour, Mélène. Alors, ça n'a pas été facile, hein. Si, un peu quand même, mais bon, on essaie d'avoir un programme correct pour pouvoir gérer tout ce qu'on a à faire, quoi. Mais bon, on est là. En plus, aujourd'hui, quand je suis arrivée et tout, tu étais déjà complètement fatigué. Ouais. Mais bon, c'est important, hein. On se fatigue pour la bonne cause. Mais tu vois, j'ai l'impression que comparé à nos parents qui avaient ce côté où ils vont au boulot, ils reviennent à 18h, nous, notre vie, c'est complètement bouleversé, quoi. Oui, peut-être parce qu'aussi, on a trop de choses qu'on souhaite réaliser, on a trop de projets qu'on souhaite réaliser. Je ne dis pas qu'en fait, eux, ils n'avaient pas de projet à mettre en place, à réaliser et tout, sauf qu'en fait, eux, ils avaient cette aisance, ils avaient cette facilité de gérer aujourd'hui. Si nous, aujourd'hui, on ne dort pas, on est concentré sur l'évolution de nos projets, c'est bien parce que les temps évoluent et c'est plus les mêmes réalités. Les choses sont devenues un peu plus compliquées aujourd'hui, du coup, on est obligé de serrer la ceinture pour être au top niveau, quoi. Serrer la ceinture, je pense que mon président Talon adorerait cette expression. On serre la ceinture. mais tu vois, ce qui me concerne un peu, c'est comme si on n'avait plus, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand ma passion est devenue mon travail, je n'avais plus de passion. Dans le sens où l'espace que je me réservais en dehors des soucis du monde, pour avoir mon calme, j'avais plus ça en fait. Toi, comment est-ce que tu gères? Je pense qu'en fait, tu as évoqué un sujet qu'on vit tous, hein, mais on essaie de rester positif pour pouvoir équilibrer les choses. C'est très important. Donc, je pense que c'est ce qui fait qu'on se maintient. Moi, aujourd'hui, je fais de ma passion mon travail. On va dire que dès le départ, ou bien même avant même de commencer la photographie, j'avais pas pour passion la photographie, tu vois. J'étais modèle, du coup. Aujourd'hui, je fais de la photographie, j'ai commencé la photographie, c'est devenu une passion et après, bon, cette passion s'est transformée en business. Mais je pense que l'idéal, c'est mentalement garder en tête qu'en fait, c'est une passion et qu'il ne faudrait pas s'égarer. Il ne faudrait pas se dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas garder cette passion et puis gagner de l'argent, par exemple, quoi. Donc, c'est purement psychologique et moi, dans ma tête, j'essaie de garder cette idée de passion et ça fait que j'arrive à gérer. C'est clair que, juste le fait de faire ce qu'on aime, ça change tout. Oui, bien sûr. On n'est pas autant stressé que quelqu'un qui se force à aller au boulot juste pour aller. Oui, clairement. Mais il y a quand même tout ce côté où, avant de commencer la chose, avant de la transformer en un business, tu n'imaginais pas tout le côté administratif, gérer le personnel, gérer les clients. Et c'est comme si tu ne fais pas attention, tout ce côté va venir ranger un petit peu ton plaisir à faire. Oui, bien sûr. Et justement, ce qui a fait que moi-même, j'ai travaillé longtemps seul. Hein. J'avais pas d'équipe et tout. Pendant 2 ans et demi, je travaillais seul. Et puis après, comme tu as dit, hein, ça te permet de t'organiser, ça te montre les réalités. Hein. Tu vois les réalités du terrain. Tu te dis, si je veux transformer ma passion en business, il faut bien qu'il y ait une administration, il faut qu'il y ait une gestion, il y a tout ça, quoi. Et c'est pas facilement fait avec. C'est pas facilement fait avec. Et c'est ce qui rend la chose un peu plus passionnante. Tu sais, je me rappelle quand on avait fait le Takayus, quand tu étais venu parler un peu. Tu as dit un truc quand même assez intéressant. Tu as dit, moi je suis entrée dans la photographie incognito en raison de mon passé de mannequin. Oui, bien sûr. Tu avais dit un truc par rapport aux préjugés que les gens pouvaient avoir. Tu peux nous en parler? Oui, je voulais pas, en fait, quand je dis ça, je voulais pas qu'on se dise, oui, Tony Santana, c'est le gars qui veut tout faire, c'est le gars qui, oh, mais lui, il est fatigué, tu vois. Je voulais pas déjà ennuyer les gens. Je voulais surtout pas ennuyer les gens parce que j'ai quand même une communauté qui me suit. C'est clair que cette communauté aime tout ce que je fais, ce que j'apprécie d'ailleurs, et je dis Dieu merci. Je voulais pas qu'on reste sur l'idée, ouais, comme il était mannequin, aujourd'hui il a commencé de la photo, donc il pense qu'en fait ça sera un moyen pour lui d'avoir de la clientèle. Bon, je voulais rester le gars qu'on ne connaît pas,
Moi, j'étais une personne, avant d'être la personne que je suis aujourd'hui, j'étais une personne normale, on ne me connaissait pas et je voulais partir de ça pour pouvoir lancer mon business, quoi, voilà. Et les gens, tu vois, ils se disent pas que tu as, par exemple, tu es peut-être allé loin à l'école, des trucs comme ça, donc ils se disent, par exemple, tu as fait du mannequinat parce que tu n'as pas eu la chance dans d'autres domaines ou tu es venu parce que tu n'avais pas de choix, tu vois. C'est pas le cas, donc rester incognito, développer mon business, me faire connaître ensuite et puis gagner mon argent. C'est ça. Au final, Au final, on cherche l'argent. oui. Voilà. Mais justement, tu vois, quand je regarde, chaque fois que je viens à Abidjan, je te vois seul. T'es le gars qui se repose pas en fait. T'es le gars qui se repose pas. Parfois même je m'inquiète pour toi. Parce que je sais après maintenant là, tu vas sur le tournage. Ouais, bien sûr, ouais. Mais à quel moment tu te reposes et comment tu te reposes? Je t'assure que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ton docteur sait que tu ne sais pas? Non, je n'ai même pas mis ça. Non, c'est des histoires, c'est pour parler dans mes oreilles et tout. C'est sûrement pour mon bien aussi, hein. C'est sûrement pour mon bien, mais on a choisi un travail au départ, on ne se disait pas qu'on n'allait pas se reposer. Parce que moi, j'avais quand même fait 3 ans sans prendre de vacances. Et le jour où j'ai pris les vacances, j'ai senti l'importance de prendre des vacances. Mais comme on parlait de nos parents, là, nos parents, c'était aussi ça, leur force, hein, de pouvoir gérer, se dire, ouais, moi, je bloque là, j'ai une période, je dois me reposer, je dois me concentrer sur ma famille et tout. Et moi, je me concentre tout le temps sur ma famille, hein. Je ne sais pas à quel moment exactement je sais pas quel moment exactement je prends pour me reposer, mais je sais que je me repose un peu. Je me repose un peu, je récupère un peu d'énergie pour la suite. Ouais. Voilà. Mais je sais qu'un jour, je vais mieux me reposer. Bah, j'espère pour toi parce que au final, tu sais, je parle souvent de la passion parce qu'au final, le business dans lequel on est, c'est un business où on est parti à cause de la passion. Bien sûr. La passion, pour moi, c'est comme ce grand canal d'énergie. Et si tu ne sais pas faire, si tu ne sais pas bien l'utiliser, tu risques d'épuiser ce canal et faire peut-être un burn-out. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui... Oui, moi-même, bien sûr, l'exemple palpable même du burn-out, même du coup. J'ai eu quand même 2 ans où je suis tombé malade. En fait, je ne comprenais pas pourquoi, justement. C'était parce que j'avais pas en fait conscience du fait que c'est parce que je donnais trop d'énergie à mon business, tu vois. Je donnais trop d'énergie à mon travail. C'est bien de donner toute son énergie, mais c'est bien aussi de penser à se reposer. Et moi, je pesais pas en fait, je faisais pas attention, tu vois, le pour et le contre de tout ça, jusqu'au jour où je tombe vraiment malade et que vraiment le docteur me disait, champion, il faut que tu te reposes. Tu vois, se retrouver avec un petit caillou dans la tête, tu te dis à quel moment tout ça s'est arrivé, tu n'as pas conscience de ce genre de choses-là, mais en vrai, c'est le repos, c'est le sport, c'est la distraction, c'est de se divertir aussi, tu vois, c'est se divertir aussi et rencontrer d'autres personnes, voyager, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Maintenant, si on n'a pas les moyens de voyager, on peut peut-être se permettre d'avoir un break de moins 1 semaine ou 2. Et moi, j'ai commencé à faire ça, ça fait que depuis le début de l'année, là, j'équilibre un peu les choses. Je trouve des moments pour moi, pour ma famille, je me repose. Je sors pas beaucoup. Mais je pense que déjà passer du temps avec sa famille, c'est beaucoup de repos, quoi. Ouais, voilà. Je pense que tu as quand même réussi à trouver cet équilibre-là dans ta famille, dans ton travail. Oui, bien sûr. Mais en vrai, ok, en toute sincérité, dans ton travail, c'est quoi le truc qui t'apporte le plus de stress? Je devine ta réponse, je dis quand même. Non, en fait, ouais, ce qui m'apporte le plus de stress, c'est bien évidemment c'est de crier. Ah ouais? Oui, de crier, je dirais crier. Il n'y a pas que ça, mais c'est plus crier parce qu'il faut créer du contenu, il faut créer, faut avoir de la matière à revendre, en fait. Tu vois, et il y a des périodes où c'est toi qui attends les clients. Tu vois? Ça, c'est très stressant parce que si dans cette période-là, les clients que tu attends ne viennent pas, bon, c'est un peu chaud. Et puis, il y a surtout la satisfaction du client. Ça, c'est très stressant aussi. Peut-être on ne le voit pas, mais pendant les shoots, les tournages et tout, là, il y a le stress parce qu'on se dit on a un défi à relever. Donc, faut vraiment satisfaire le client. Et il y a aussi quand il s'agit de faire des repérages, des trucs comme ça. Bon, aujourd'hui, j'arrive à déléguer des personnes pour pouvoir gérer ça, mais n'empêche que
faut quand même satisfaire le client dans ton repérage, dans ton casting, dans ton stylisme, des choses comme ça. Il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Mais le stress se trouve à plusieurs niveaux, en tout cas. Mais tu sais, j'ai un peu l'impression que, en fait, savoir gérer son stress, c'est un facteur de succès que beaucoup de gens négligent. Oui. Parce que tout le travail est stressant. Et surtout quand tu parles de satisfaction du client, surtout dans les business créatifs, la satisfaction du client affecte directement ce que tu fais. Fort même. Si jamais ton travail, le client, ça ne lui plaît pas, il ne te rappelle pas, il ne parle pas tout de suite. Ouais. Tu vois, il y a tout ça. Et encore même, tu sais qu'il y a des clients qui ont cette honnêteté de te dire ce qui n'a pas marché. Et moi, ça, j'apprécie énormément. Parce que si moi, il y a un truc qui ne va pas, je te dirai directement, tu vois. Mais tu as des clients qui te disent. Tu dis, moi, mon travail, dans les débuts, j'ai couvert un événement. Le client, qui est un grand frère à moi, est venu, il m'a dit un truc qui n'a pas marché, voilà, il m'a donné des conseils et tout, et que j'ai pris en compte, et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je dirais même qu'il a participé à l'évolution de mon business, à l'évolution de mon travail, à l'évolution surtout de mon mental, parce que ça te permet en fait de mieux te positionner, à te poser des questions pour pouvoir rectifier certaines choses. Donc, ouais, c'est hyper stressant. Moi, si un client, par exemple, ne réagit pas, non plus, il n'est pas venu, il n'est pas obligé de parler de toi à son entourage, tu vois. Il peut, s'il le fait, il le fait en bien ou en mal, ou il le fait même, c'est Dieu, c'est tant mieux, hein. Mais s'il le fait pas, bon, tu peux pas non plus en vouloir, c'est pas ton commercial. Donc, bon, c'est une chance de tomber sur des personnes qui participent à des bouches à oreilles, qui font passer le message. Ah, voilà, tu vois, le gars, il travaille bien, il est rigoureux, tu vois, il a certaines règles qu'il établit. Et puis, tu sens, en fait, le gars, il est sérieux dans son travail. Donc, tu pourrais avoir énormément de respect aussi pour son travail, tu vois. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, mais ça va vite, quoi. Ouais, ça va très vite. Et, je sais pas si je peux parler vraiment de mon stress, mais ce qui me stresse moi le plus, c'est le contact avec les gens. Okay. C'est-à-dire, moi au quotidien, je préfère rester dans mon coin, travailler sur mes trucs. Et j'ai vite remarqué que quand tu lances ton business, tu sais très vite quels sont les pans de ton business où tu n'es pas vraiment talentueux, tu vois. Tu arrives à identifier les endroits où il faut que tu apprennes à déléguer. Et donc aujourd'hui, toi, ton équipe, on est dans les studios de Ghost, il y a des gens qui nous ont aidés à préparer ce set, il y a des gens à chaque fois qui vont préparer les invités, tout ça. Bien sûr. Comment est-ce que tu es arrivé peu à peu vraiment à bâtir une équipe où il y a de la confiance? Parce que il y a de la confiance, c'est surtout la confiance. En fait, je pense que oui, c'est parti d'une confiance, mais ça s'est fait naturellement. Je me suis dit, si je ne prends pas de risque, je vais rester là, à rester seul, à travailler, à gérer tout moi seul, à placer des caméras, à placer des lumières, alors qu'il ne faut pas. C'est des personnes que tu formes même inconsciemment, tu vois. Moi, mon équipe, en fait, j'ai pas une grande équipe, mais j'ai une équipe de maximum 5 personnes. Il y a 2 autres personnes qui peuvent s'occuper des repérages, comme j'ai dit, du stylisme et tout. Et c'est d'autres personnes sur le terrain même, tu vois, pour les lumières, les techniciens pour les lumières et tout. Tout est parti d'une formation inconsciente. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. J'ai rencontré ces personnes-là. Je leur ai demandé de venir, tu vois, il y a eu des tests et tout, ça allait très naturellement. Et après, moi-même, je constate qu'aujourd'hui, parmi nous, il y a des gars qui peuvent placer des lumières, tu vois, alors qu'avant, au début, ils ne pouvaient pas. C'est une sorte de formation qui est arrivée. C'est que moi, on me dit, ah, mais tu formes les gens, mais tu t'en rends pas compte, tu vois. Aujourd'hui, il faut que tu délègues par rapport à telle ou telle tâche. Et puis, je le fais les yeux fermés. Je suis obligé de faire ça. Sinon, si je prends tout mon temps pour forcément chercher quelqu'un, je vais tomber sur une campagne où ça sera chaud de pouvoir gérer tout seul. Tu vois. Et j'avais commencé à prendre des gens en freelance. Et puis après, bon, vu que le business a commencé à grandir un peu plus, on a commencé à travailler régulièrement ensemble. Et puis, tout se passe très, très bien. Voilà. Mais ça s'est fait de manière très naturelle. Il n'y a pas eu comment dirais-je, d'interview, des trucs comme ça. C'est trop carré pour moi. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est si tu es passionné, tu as le talent, tu as les skills, on bosse ensemble. Ouais. Voilà. En fait, tu as complètement raison sur un point, c'est que trouver des gens aujourd'hui
qui sont bien déjà, ou bien qui ont déjà cette base-là, à travers les interviews, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Les meilleurs talents que j'ai pu trouver, c'était des recommandations. Oui. Tu vois. Chaque fois que j'ai essayé de lancer une candidature par rapport à un tel poste, et surtout que je mets ça sur les réseaux sociaux, mais je ne te dis pas la quantité de mauvaises candidatures que je reçois. Les gens qui ne prennent même pas le temps de lire la fiche de poste, des gens qui ne comprennent même pas ton business et qui postulent pour postuler. Quand tu partages tes offres d'emploi sur les réseaux sociaux, je te parie, hein, dites-moi en commentaire si ce que je dis est faux, mais tu auras 70%, sinon 90% de... Enfin, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne fais jamais d'annonce. Moi, je ne fais jamais d'annonce ou quand je reçois des mails, veuillez recevoir, mais... Ouais, ce matin, bon, voilà, tu vois, moi je me dis ici, il y a le feeling qui on se rencontre, on va bosser. Voilà, le système de rencontre, interview, poser questions, tout ça, je suis sûr que je serai énormément déçu. Et comme je suis très maniaque, d'autres disent que je suis compliqué, moi je trouve pas que je suis compliqué, c'est juste que j'ai les valeurs, je suis rigoureux, voilà, donc c'est normal que je sois très pointueux sur certains détails, donc j'ai pas le temps pour un casting, j'ai pas le temps pour une interview. Moi, il faut avoir des skills. La plupart des personnes avec qui j'ai travaillé, c'est des personnes qui n'ont pas forcément fait l'école, comme moi, de photographie. C'est des personnes qui ont des skills, qui sont passionnées. C'est ce que je recherche. Mais du coup, les gars, si vous êtes en train de regarder ça, je préfère vous dire en même temps, vos CV, vous m'envoyez là. Moi, ils ne regardent pas. Il y a besoin de skills, il y a besoin de personnes passionnées, il y a besoin de personnes qui ont envie de bosser. Quand il dit rendez-vous à 9h, là, à 7h, tu es là. Voilà. Donc, c'est un peu ça, mais comme tu as dit là, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne fais pas d'annonce. Voilà. Et puis, je n'ai pas le temps de lire ton CV, man. Non, mais en plus, le CV, en vrai. Voilà. En vrai. Non, je connais le système du CV. Non, mais le système de CV, tu vois, je pense que les gens n'ont pas vraiment compris l'esprit. Voilà. C'est comme si on veut savoir si tu sais faire le job. Et le CV à une certaine époque était intéressant parce que dans les jobs de l'époque, on voulait voir si tu as eu à faire dans cette industrie, dans ce domaine, quelles sont les compétences, tu vois. Bien sûr. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, on veut voir ce que tu sais faire. Envoie une vidéo. Voilà, c'est de la photographie. Envoie un portfolio. Voilà. Moi j'ai un petit qui m'avait contacté. Moi, je lui ai demandé de venir. Mais 2 fois, je lui ai demandé de venir. 2 fois, il n'est pas venu. 2 fois, il n'est pas venu. Et 2 fois, c'est des excuses. Pas des excuses qu'il te donnent avant le rendez-vous, mais c'est des excuses. Tu as rendez-vous avec lui à 10h, il te donne l'excuse à 23h. Bon, il m'a dit, ouais, qu'il est désolé, mais qu'il va se racheter, mes frères. Je sais que là, déjà, tu me donnes, en fait, l'idée, tu m'annonces, en fait, les couleurs de notre collaboration. Ouais, je peux pas. Je peux pas. Voilà, je m'arrange pour être au top. Je m'arrange pour avoir une équipe au top, une équipe respectueuse, dévouée, engagée, tu vois. Donc, je ne vais pas travailler avec quelqu'un qui va me mettre en retard. Voilà, c'est une marque. Et du coup, il faut garder une bonne image de cette marque-là jusqu'au bout. Et ça ne peut pas marcher si tu ne vois pas les choses comme moi. Et tu vois, en plus, dans tous les business, il y a ce qu'on appelle le standard de qualité. Bien sûr. Et donc, si à un moment donné, tu ne sais pas faire attention, ton standard de qualité va se dégrader oui. Et les clients ne seront pas satisfaits. C'est clair. C'est clair. Parce que moi, il n'est pas venu faire attendre mon client devant la porte. Tu vois, j'estime que j'ai une heure précise à laquelle je viens parce que mon assistant est là et qu'à cette heure précise, quand je viens, on commence à travailler. Voilà. Donc, si toi, à ton heure précise, tu n'es pas là et que le client vient, il est arrêté devant la porte ou il est assis dans le parking, tu vois déjà comment la qualité de ton travail annonce aussi ses couleurs. Ça, c'est l'expérience, voilà. C'est aussi le travail que tu fais. C'est bien ça, c'est bien ça. Ouais. Ah mais tu sais, ça m'a fait penser à un truc également, c'est, tu sais, toutes les fois où les clients ne se rendent pas compte de tout ce qu'il faut faire dans le boulot et peuvent, tu vois, les foutaises, quand on parle et tout, comment tu te sens quand tu reçois des trucs comme ça? Après, j'estime juste qu'il y a différents degrés de foutaise, on va dire ça comme ça. Okay, bon. Classifions. Niveau 1. Non, le niveau 1, c'est du genre, tu as des clients à qui tu ne peux pas à chaque fois parler
mentionner le prix du matériel, l'argent que tu as mis pour pouvoir acheter, par exemple, ne serait-ce que la lumière qu'on va utiliser, tu vois. Et ce client-là, lui, en fait, tellement il n'a pas la culture, en fait, de ce média-là, il se dit juste qu'en fait, tu as venu placer la lumière, tu t'es arrêté, tu as appuyé un bouton. Ça, c'est une thèse, en fait, à laquelle je réponds presque jamais. Je ne vais pas répondre parce que si je dois répondre à toutes ces personnes-là, je vais perdre mon temps et je ne serai pas concentré sur mon travail. Et il y a, pour les prix, il y a des prix qu'on te propose là. Deuxième niveau de foutaise. Là, tu t'assois et puis tu te dis, mais est-ce que vous-même, si vous faites ce business-là, et puis on vous propose ce prix-là, ça va vous permettre de rentabiliser. Tu vois. Donc, il y a tout ça et ça nous oblige en fait à être un peu plus dur dans ce système. On ne sait pas s'il faut répondre méchamment ou gentiment. Tu vois. Ça peut être dur, hein. Ça peut être dur, mais on essaie de se canaliser. On essaie de se canaliser et puis juste se dit que cette personne ne comprend pas. Mais est-ce que parce que tu n'es pas le seul hein, à qui ça arrive, dans tous les domaines, il faut à chaque fois se battre avec les clients pour leur faire comprendre la valeur. Même malgré le fait que tu poses des choses de bonne qualité, que ton branding est au top, tu dois encore te battre contre tes clients et même ceux que tu n'imagines même pas. Non, c'est ceux-là même. Surtout eux. C'est surtout eux parce qu'en fait, tu te dis qu'ils comprennent le système, ils comprennent la loi du marché, ils comprennent en fait les difficultés du marché. Donc, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas te proposer, tu vois, mais ils le font quand même. Ils le font quand même et je me dis, hein, ça part aussi de certains éléments, de certaines personnes qui exercent dans ce métier. Voilà, je ne sais pas si je dois accuser. Non, mais c'est Voilà, mais la réalité. je te donne un exemple banal. Tu proposes à un client 3,5 millions et tu as quelqu'un qui passe derrière pour proposer 200 000 francs. Et le client, lui, tout de suite, lui, se dit, ouais, il n'y a pas de problème, moi, j'ai juste besoin d'images, et puis le client part là-bas. Je trouve juste que c'est parce que, pour moi, hein, la photographie est un peu plus vulgarisée. La photographie est accessible aujourd'hui à tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, quelqu'un peut se lever, il a un appareil, il se dit qu'il est photographe, tu vois. Il a un appareil, il se dit qu'il peut commencer à tourner. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais c'est juste que si tu veux le faire, peut-être tu commences tout doucement avec des prix d'entrée de gamme accessible, tu vois, à tous. Mais avec le temps, il ne faut pas que ça rabaisse en fait le système. Il ne faut pas que ça rabaisse en fait ce travail noble qu'on fait, tu vois. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire un travail efficace, un travail de qualité pour satisfaire le client. Du coup, c'est une difficulté qu'on rencontre en fait dans ce système-là. Même quand j'étais mannequin, c'est des choses qui existaient, tu vois. Tu proposes de défiler à 300 000 ou à 200 000. Tu as quelqu'un qui dit, mais pourquoi tu veux défiler avec lui à 200 000? Moi, tu peux me donner 50 000 et puis moi, je vais défiler. Ça fait que les standards sont un peu plus bas. Quelque part, je me dis que, en fait, beaucoup de gens facturent ces prix bas parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer facturer plus haut. Et aussi parce qu'ils ont faim. Voilà. Admettons-le. Ah non, c'est la réalité. Hein. C'est la réalité. Ça fait mal, mais c'est vrai. Ça fait mal, c'est vrai. Je dis pas non, parce que moi, quand j'ai commencé, même mes premières photos, c'était à 25 000 les faisaient. Bon, ça, c'était pour le début. On peut encore la photo 25 000 maintenant. Tu vas parler, elle va dire que... Elle va dire que je pouvais. Je pouvais ne rien dire. Mais en tout cas, quand j'ai commencé... Attends. Tu veux photo 25 000 chez moi, elle est mauvaise, mais... Non, tu as la fois, tu as ma soeur, elle fait ça, et puis c'est rien. Les 25 000, il faut garder. Je vais te faire ça gratuitement. Donc, honnêtement, je préfère photographier gratuitement que de photographier pour 25 000 parce que, bon, honnêtement, 25 000, c'est même pas le prix de mon carburant. Oui, c'est ça, en fait. Mais c'était le prix que tu as pratiqué. Voilà, quand j'ai commencé, du coup, tu développes ton business, mais tu as des gens, ils viennent même là. Eux, ils se disent, ils sont déjà grands. Et puis, ils commencent avec des prix bizarres, tu vois. Ouais. Je me dis, en fait, il faut vraiment mettre des standards, tu vois, au-dessus. Il faut se dire que vraiment, il fait un travail. Même si tu as acheté ton appareil à 800 000. Mais 800 000, là, c'est pas petit. 800 000, c'est un cachet, tu vois. Ce sont des honoraires, tu vois. C'est pas donné à tout le monde d'avoir 800 000 en mai. Donc, si tu as acheté ton appareil à 800 000, il faut déjà que tu rentabilises. Il faut que tu as fini de rentabiliser. Je suppose que tu vas vouloir acheter des flashs, tu vas devoir acheter tout ça. Donc, pourquoi
ne pas élever ses prix, élever ses standards, faire comprendre au client que voilà, il y a telle ou telle chose. Voilà, si le client te dit, mais pourquoi même tu fais tes prix, tu fais ton travail à ce prix? À la base, là, le travail artistique n'a pas de prix. Qui peut payer ce qu'on conçoit? Qui peut payer, en fait? Rien qui vient du cerveau à un prix. Rien. Tu ne peux pas, mais on donne quand même un prix parce qu'on se dit, on est sur le marché, il y a la loi du marché. Voilà, mais ce n'est pas tout ce qu'ils comprennent. Mais tu sais, à la fois, nous les Africains, on se dit que les gens en Europe, en Occident, c'est un préjugé sur nous-mêmes. On ne se rend pas compte que nous portons aussi en nous cet préjugé. L'un de ces préjugés, c'est de dire, en Afrique, tu ne peux gagner ou tu ne peux développer ton business qu'en pratiquant des prix bas. Ouais. Tu vois, je pense que... Ouais, je comprends très bien, ouais. Il y a cette mentalité, mais ce qui est dommage, c'est que ça reste encore un combat. Ça reste encore un combat et moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas pitié. Qui n'ont pas pitié. Faut jamais avoir pitié. Voilà, parce que quand souvent tu as pitié du client, mais le client te montre à quel point, tu n'aurais pas dû, champion. Hein. Moi, je suis le mauvais pion. Hein. J'ai bien caché mon jeu, tu vois. Tu as des clients qui font ça. Tu as des clients même, et c'est dans tout le business. Hein. Souvent, c'est ceux même qui pleurent beaucoup. C'est eux qui sont compliqués, tu vois. On a des gens même qu'on rencontre là, même, on ne sait même pas comment on va se comporter avec eux, mais bon. Comme je t'ai dit, c'est la loi du marché. C'est la loi du marché et on fait un travail qui est génial. On fait un travail, on a des rendus qui plaisent à tout le monde et pas forcément à tout le monde et à d'autres, mais beaucoup plus à beaucoup de gens. Mais la réalité de ce travail-là, c'est de pouvoir serrer la ceinture, comme le dirait le président. Ouais. Maintenant, comment est-ce que tu fais lorsque, bon, comme tout métier de créatif, il y a des moments down où tu n'as pas beaucoup d'activité? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je me pose des questions. Hein. Je me pose des questions de savoir comment les autres aussi ils font. Donc si je te donne une réponse, ce serait te mentir. Mais c'est une grosse période de questionnement. Et puis à ce moment-là, tu te dis que tu pourrais par exemple faire des soldes. Tu vois, ouais, faire des soldes, tu pourrais donner accès à d'autres personnes. N'empêche que c'est des soldes qui sont quand même, tu vois, des prix, bon, pas des prix foutaises, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est pas prix foutaise, mais c'est du boulot, c'est de la concentration, c'est du prix, c'est des prix normaux, quoi, tu vois. Et par exemple, si on fait 10 photos à tel prix, tu vois, on réduit le nombre de photos, mais à un prix un peu plus bas, tu vois, pour que tout le monde soit content, quoi. Voilà. C'est-à-dire, dans la grande période, il y a des périodes où chacun peut gagner pour lui. Mais sauf qu'en fait, dans la grande période là, tu as des gens en fait qui veulent forcément avoir pour eux. Tu comprends ce que je veux dire, non? Qui veulent forcément, par exemple, payer 40 000 pour un shoot. Ils savent que, par exemple, c'est des soldes et que tu fais, par exemple, le shoot à 100 000 ou à 70 000. Mais ils te disent que non, on a 40 000, à 30 000. Bon, je suis censé te répondre quoi, là. Tu vois, là, à ce moment, tu te dis, mais bon, dans cet espace, on a créé un espace pour vous. Mais l'espace qu'on a créé pour vous, là, vous voulez casser pour créer un autre espace. À ce moment-là, nous, on mange comment? Tu connais le proverbe, si tu donnes la main aux gens, ils vont prendre. Du coup, voilà, mais dans ces périodes-là, c'est des périodes de questionnement, de réflexion. En ce moment aussi, j'essaie de trouver des meilleures méthodes, de trouver d'autres méthodes, de trouver d'autres inspirations. Donc, je suis très plongé dans les recherches. J'essaie de me reposer aussi. Et puis, voilà, au retour, tout est clean, quoi. Je pense aussi que, tu vois, la période des grosses vagues, c'est aussi la période où tu dois, quelque part, préparer celle qui va suivre. Parce que systématiquement, ça arrive toujours. C'est bien ça, c'est bien ça. Nous, on a eu un mois de janvier un peu accéléré quand même, hein, parce que pendant 3 semaines même, je dirais, on a travaillé du lundi au dimanche. On a travaillé du lundi à la base, nous on ne travaille pas les week-ends même, genre, parce que la semaine peut être chargée, tu vois. Donc, faut aussi privilégier la santé mentale et physique de la team. Donc, on a des périodes, mais cette période-là, c'était accéléré, genre, et puis c'était des longs déplacements et tout. Donc, on est encore dans cette période-là, manger, quoi. Ouais. Comment tu te sens, tu vois, par rapport aux photographes à l'extérieur? Je parle bien sûr de nos pairs occidentaux. On a l'impression que tout marche bien là-bas et chez nous, en fait, ça rame beaucoup, en fait. Est-ce que parfois tu n'as pas envie juste de tout lâcher ici en Côte d'Ivoire et aller te poser ailleurs? Non, pas.
y a trop de choses à exploiter, il y a trop de défis à relever ici. J'ai le même mindset. Si j'ai eu l'occasion d'aller là-bas, j'irai. Tranquille, c'est cool. Ça nous fait un plus, mais comme je dis souvent, il y a quoi chez les Blancs qu'il n'y a pas chez nous? À part la neige. Voilà. Donc là, faut pouvoir inculquer une culture à certaines personnes, tu vois, qui ont du mal à respecter notre travail. Faut pouvoir leur apprendre à respecter ce travail-là, justement. Du coup, ça peut être un projet d'ouvrir dans un pays à l'Occident et tout, en France, et à Paris, à Genève ou dans d'autres pays, tu vois. Mais ma base, c'est ici. Ma base, c'est ici. Il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses à exploiter. Si j'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres pays, j'irai. Mais pour ici, même quand j'étais modèle, ça n'a jamais été mon rêve d'aller défiler à la Fashion Week de Paris ou à la Fashion Week de Milan. Non. Parce que je me dis, mais pourquoi on ne pas développer ce système-là ici? Pourquoi eux, ils seront là-bas, ils ne vont pas parler de nous? Pourquoi c'est toujours nous qui parlerons d'eux? Tu vois, il y a ça qu'il faut mettre dans la tête des gens pour dire que là-bas, ce n'est pas l'Eldorado. Hein. Là-bas, ce n'est pas l'Eldorado. Moi, j'ai été 2 semaines là-bas. Mentalement, je n'étais pas chaud. Je n'étais pas chaud du tout. C'est clair que tu as la nature qui t'inspire aussi. Tu as de nouvelles personnes que tu rencontres. Ça, c'est sympa. Mais pour le business, il ne faut pas te caler dans la tête que, ouais, là-bas, comment je m'en vais, j'irai plein de millions et tout. Hein. En fait, ce dont on ne se rend pas souvent compte, c'est qu'aller dans un autre pays, ça va recommencer à zéro. Bah oui. Alors qu'ici, là, bon, tu as un système que tu maîtrises, tu as la circulation que tu maîtrises et tout, il y a des choses que tu maîtrises. Et là-bas, tu vas partir renaître. Tu peux avoir la chance d'aller très vite. On ne sait jamais. Chacun son destin, chacun son étoile. Mais honnêtement, je sais que si je vais là-bas, il y a déjà fou. Ça veut dire quoi, déjà fou? Il est tué même. Comment dire, il est déjà fou, tu vois. Genre, tu vas tout casser là-bas. Voilà. Et j'ai pas peur de le dire, je peux taper ma poitrine pour ça. Ça n'a rien à voir avec la prétention ou quoi que ce soit. C'est juste une question de confiance en soi. Parce que il y a ce qu'ils font là-bas, il y a ce qu'on fait ici. Et quand tu arrives là-bas, on te demande, ils ont la question, ils se posent la question de savoir, ah, mais vous pouvez faire ça? Oui, on peut, tu vois. Ah, bien sûr. On a peut-être pas la même couleur de peau et tout, mais le cerveau, le sang, tout ça, ça circule, hein, ça fonctionne. Hein. Donc, oui, on peut, tu vois. Mais en fait, tu vois, quelque part, même, je me dis, et ça, c'est peut-être chauvin de ma part, c'est les talents ici en Afrique, on est beaucoup plus forts parce qu'on a grandi et on a construit dans un environnement où il n'y avait rien. C'est ça. Donc, on a plus de challenges. Je suis entièrement d'accord. En fait, tu peux du jour au lendemain avoir une subvention de l'État, avoir déjà la population qui comprend ce que tu fais. Il y a énormément de choses qui sont certes difficiles, mais qui sont hyper facilitées aussi. Voilà, même ici, là. C'est la jungle, hein? Ici, là, tu connais, l'État va se lever pour t'offrir un appareil, là. Il faut que tu travailles pour lui, hein. Alors que tu veux travailler pour toi. Qu'on se dise la vérité. Voilà, tu as des appareils qui coûtent 54 000 euros, 58 000 euros, bah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est vrai que j'investis sur toi, mais moi, j'ai quoi en retour? C'est ça. Tu vois, et ça, nous, moi, j'attends rien de toutes ces personnes-là. Tu vois, j'ai pas besoin de chercher quoi que ce soit. J'ai pas besoin de me plier en 4 pour pouvoir avoir quoi que ce soit. Tu comprends? Je le fais pour moi, je le fais pour ma famille. Est-ce que tu comprends? Et comme tu l'as dit, là-bas, là, ils ont la facilité. Tu vois, après, tu as la CAF, tu as plein de trucs. Ici, non, on n'a pas ça. Hein? Ici, c'est chaud. Moi, je regarde, on s'assoit et puis on réfléchit. Voilà. Donc là, moi si je vais sur ce terrain-là, je n'ai pas peur d'affronter ce terrain. J'ai pas peur d'arriver sur un shoot, on me dit tu shootes pour Vogue. J'ai pas peur en fait. Et puis, je me prépare trop mentalement en fait pour avoir peur d'eux. Je me prépare trop mentalement pour avoir peur de ce terrain-là. Mais, où je dois avoir peur là, c'est mon terrain où je suis là. Tu comprends? Parce que ici là, c'est la guerre. Ici là, c'est la bataille. Sauf qu'en fait, moi, j'ai pas de concurrent. Mais ça m'interroge un peu quand tu dis ça. Non, moi, j'ai pas de concurrent. Comment est-ce que tu vois ça? Parce que je trouve que ton mindset, tu l'as façonné de telle sorte. C'est bloqué. Il y a, comment dire, il y a bolo. C'est cassé. C'est là. Tu peux pas. Tu vois? Comment tu es arrivé à ce... Enfin... Je crois en fait, c'est... Depuis que je suis à l'école. Depuis que je partais à l'école, j'étais comme ça. En fait, moi, je me dis, j'ai juste des collègues avec qui on partage la même table, les mêmes vêtements, tu vois. Et je ne suis pas là pour faire de la concurrence avec quelqu'un. Tu vois, j'ai pas le temps, en fait.
Mon énergie là, je garde toute cette énergie là pour être la meilleure version de moi. Pourquoi je vais être la meilleure version pour une autre personne? Absolument pas. J'ai ce mindset là, même je suis devenu mannequin là. On disait, ouais, tu as mon gars, par exemple, Alpha, que c'est ton concurrent. Mais tu dis, c'est pas mon concurrent, Alpha. Alpha, c'est mon ami. Alpha, c'est mon collègue. On défile ensemble, c'est pas le même cachet à comprendre. Si en fait il y avait un cachet au-dessus de pour lui, on pourrait comprendre. Moi, on a le même cachet, on est dans le même système. On gagne notre argent et on est au top. À quel moment il va être mon concurrent en fait? Moi, je travaille sur moi pour garder une ligne, tu vois, bien précise, gagner mon argent et puis évoluer. Pareil pour la photo. Donc, tu vois, il y a Pimi, Stéphane Mila, tout ça là, plein d'autres photographes, super talentueux. Et on est une élite. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire, moi, il arrive sur un mariage. Il y a Stéphane Mila, il y a Pili, il y a Junior Sawi, tu vois, il y a JP, il y a mes gars et tout. On arrive là, on n'est pas venu pour faire de la concurrence, nous on est venu pour tuer en fait. En fait, c'est comme ça que je vois les choses. C'est une initiative. Donc, ce ne sont pas mes concurrents. En plus, le marché est tellement petit. Voilà, c'est pas mes concurrents. Moi, quand quelqu'un, il y a une dame qui m'écrit, me fait, ouais, mais j'ai vu que tu connais bien Eddie Ange Hello, qui est un petit frère à moi, et que c'est ton concurrent. Je lui ai dit, mais madame, vous faites erreur. C'est pas mon concurrent. C'est mon petit frère, c'est mon gars, tu vois, on s'assoit, on chill, on rigole, on boit nos verres tranquille. Mais on fait le même boulot. À quel moment vous voulez nous concurrencer? Je ne sais pas. À quel moment vous voulez nous mettre en compétition? On fait le même travail, on a peut-être chacun son style. Ça, c'est bien évident parce que chacun est obligé d'avoir une identité artistique, ce qui va le différencier des autres, mais qui ne va pas le mettre en concurrence avec les autres. C'est vous maintenant concurrence en entreprise, là-bas, vous voulez créer ça sans vous. Mais moi, je n'ai pas de concurrent. Moi, j'ai des collègues, j'ai des amis avec qui je travaille, avec qui je me sens bien. Et s'il faut se retrouver, c'est vrai, on me dit que non, on a besoin de faire des photographies de concert. Je sais qui appeler. Je sais quelle élite appeler. Et je ne serai pas dessus. Tu ne vas pas me voir en train de dire, on va contrôler le travail. Non, moi, je les laisse, c'est des artistes. Tu vois, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête des gens. La concurrence entre nous, ça n'existe pas. La concurrence, ça existe entre vous, la bonne entreprise. Voilà. Et moi, j'ai ce mindset-là. C'est avec ce mindset-là que moi, j'évolue. Et tu vois, il y a toujours ce mindset-là qui t'a permis d'apprendre à chanter, d'apprendre à peindre et tout. En fait, je me rappelle, tu avais dit que tant que quelqu'un sait faire quelque chose, je pars du principe que je peux le faire aussi. Bien sûr. C'est comme ça, moi, je réfléchis. Je me dis, en fait, non, tu me mets dans un garage. Un garage auto et tout. Laisse-moi une semaine. Même pas une semaine. Tu me dis, ce qu'il faut faire là, comment démonter. Je vais le faire en fait. Genre, je n'ai pas de limite. Je me dis en fait, il faut se surpasser à chaque fois. Je suis comme ça. Et moi, même quand je sens que en fait, je suis en train de me surpasser, je suis fatigué. Et je continue. Tu vois. Parce que je me dis, on est comme ça, on est là, tu vois, on a ces skills là. Même la direction photo. C'est clair que je fais aujourd'hui, je fais de la photographie. Mais la direction photo, ça part d'une bonne formation, d'une bonne évolution photographique. Pour arriver à la direction photo, à ce moment, tu sais qu'en fait, quelle lentille il faut utiliser, par exemple, pour faire un plan serré. Quelle lentille il faut utiliser pour faire un plan large. Tu vois un plan moyen, des choses comme ça. Tu vois, tu as plein de trucs. Et quand j'ai commencé à faire de la direction photo, le grand frère Daniel Seri m'a dit, tu sais que je sais à ça que tu vas arriver. Bien avant que je ne commence, il me fait, tu sais que c'est à ça que tu vas arriver. Moi, j'avais vu ça de manière banale. Je fais, oh Daniel, arrête. Tu sais que tu peux le faire, c'est trop la magie, mais pas faire ça. Il dit, tu peux faire. Quelqu'un qui me dit qu'il peut, tu peux faire, c'est que tu peux vraiment le faire. Du coup, Pete Bakadi qui m'appelle, il me dit, on a un tournage, tu vas faire la direction photo. Là, moi, j'ai peur tout de suite. Je dis, mais comment je vais gérer ça? Donc, la nuit, je passe mes nuits à regarder des films, des vieux films, des nouveaux films. Tu vois, là, tout de suite, je cherche mon identité artistique quand je vais faire de la direction photo. Je fais des recherches, je fais plein de recherches toutes les nuits. Le jour du tournage, je mets le paquet. Le rendu est bon. Et tout le monde est content. En ce moment-là, je me dis, mais donc je veux vraiment faire de la direction photo. Donc on se lance, on continue de se former, on fait des recherches. On va adoucir les choses, on va s'amuser. Il faut surtout s'amuser. Le plus important, c'est de s'amuser, de prendre plaisir et d'amuser les autres, de rendre les gens contents, que tout le monde soit content. Et voilà, aujourd'hui, je me dis, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est une question de volonté, c'est une question de mindset. Et ce mindset-là, si tout le monde l'a, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. J'ai le sentiment
qu'en ce moment, tu es en train d'élargir encore tes limites, Oui. de passer à une étape supérieure. Donc, comment est-ce que tu vois la prochaine étape pour Tony Santana? Tu sais pas qu'il est suprême, les gens. Non, Non, ça va. Là, je suis en train de passer à l'étape vidéo. Voilà, l'étape vidéo, je vais pas en dire plus. Mais c'est juste que je sais que niveau photographie, j'ai pas fini d'apprendre. Hein. J'ai encore des choses à apprendre. Mais j'ai passé une étape, j'ai passé un cap, tu vois. Et ce cap-là, je veux aujourd'hui qu'on m'identifie en tant qu'un réalisateur ou en tant que directeur photo, parce qu'il y a plein de projets sur lesquels j'ai travaillé, les gens ne savent même pas. Il y a plein de projets sur lesquels j'ai travaillé et je veux vraiment qu'on m'identifie à ça et je travaille dur pour ça. Voilà. Ma dernière question, c'est, comparé à quand tu as commencé, aujourd'hui à l'étape où tu es, c'est quoi la plus grande difficulté? La plus grande difficulté est de continuer de créer et de continuer de garder en fait cette même ligne de satisfaction de la clientèle et surtout de faire comprendre à d'autres personnes qu'on a eu une étape, qu'on a traversée, tu vois, on a évolué et il faut qu'on respecte cela, tu vois, surtout le respect de notre boulot, le respect de notre travail. C'est hyper difficile parce qu'avant, c'était facile, tu fais ta photo, tu postes, un client vient, tu postes, tu lui donnes ses photos, tu passes à autre chose. Mais les choses sont devenues encore plus larges et encore plus sérieuses, encore plus difficiles. C'est de vraiment satisfaire le client et puis garder la bonne image de sa marque. Tu vois, il y a surtout ça. Donc, et puis toujours gagner là. Hein. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui et dire, mais bon, De Ghost, il n'a gagné aucun trophée et tout ça. Et tu dis souvent, quel est ton sentiment par rapport à tout ce qui est trophée? Honnêtement, moi, trophée, comme je te dis, ça, tu vas entendre ça plein de fois. Mon plus grand trophée, c'est la satisfaction du client. Non, mais les gens ne comprennent pas. Les gars ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'en fait, ta carrière ne peut pas se résumer à des trophées. Voilà. Et c'est pas comment les gens vont prendre ça. Excusez-moi, moi, je n'ai pas gagné de trophée ou je suis là et gagne un trophée, il n'y a rien dessus. Voilà. Prenez ça, je ne sais pas comment vous allez prendre ça, mais vous n'allez pas me nominer dans un événement. Je suppose que si vous me nominez, c'est parce que vous avez déjà fait vos votes et que vous nominez, vous savez qui va gagner. Et c'est parce qu'en fait, vous avez conscience du travail que la personne a effectué, du travail que la personne a fait. Donc, on ne va pas nominer pour pouvoir vendre vos événements. Est-ce qu'on se comprend? Moi, les nominations à tout va, les nominations intempestives là, je ne suis pas dedans maintenant. Demande, appelle ta communauté. Voilà, demande à ta communauté de venir voter. Ça, c'est de la promotion de votre événement. On n'est pas dedans. Si vous nous nominez, vous avez un panel qui a voté pour nous donner notre trophée. Même s'il n'y a pas l'argent derrière, on se dit, ah, il y a le respect de mon travail. Mais aujourd'hui, là, moi, si mon client respecte mon travail, ma communauté respecte mon travail, ça, c'est un gros trophée pour moi. Mon argent que je gagne, ça, c'est un trophée. Donc, les trophées de meilleur photographe et blablabla et tout là, excuse-moi, sans prétention aucune, ça ne me dit rien du tout. Ça ne me dit rien. Voilà. Moi, mon trophée, c'est la satisfaction de mon client. C'est mon argent est gagné. Tout le monde est content. Mes employés sont contents. Mes collègues, même les employés, ce sont mes amis, ce sont mes collègues. Tout le monde est content et puis on avance. Voilà. Donc, c'est cette idée-là qui est carrée dans ma tête. Dès que je vois quelqu'un me nommer, me dit, appelez votre communauté, dis mon frère, je te demande pardon, c'est bon. Il ne faut plus me nominer. Voilà, il ne faut pas te fâcher, c'est la famille, hein? On est ensemble, on gère nos trucs, mais où tu me demandes de dire aux gens de venir voter là, je ne suis pas dedans. Tony, merci pour ton temps. Merci à toi surtout. Cette conversation, je te l'ai un peu volée parce que parce que c'était pas du tout dans le plan et tu avais énormément de choses à faire. Si, bien sûr, bien sûr. J'apprécie. Merci à toi surtout. Je pense que, bon, tu sais, avec Iraou, tout ça, on adore ça. Nous, on se vend, c'est le business. On est dedans. Donc, ouais, merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais. Après, on espère que d'autres vont prendre inspiration, d'autres vont prendre conseil pour pouvoir développer aussi leurs activités. C'est pas facile, mais c'est le business, c'est la vie qu'on a choisie. Merci beaucoup à Tony. Merci à toi. N'hésitez pas à aller voir le travail de The Ghost sur les réseaux. Accessible, c'est accessible, c'est accessible. Venez.